De nouveaux avis attendus sur le Sénat à Korsiam au plus tard le 31 août. C'est une instruction présidentielle marquée du sceau de la tempérance et du souci de la cohésion sociale face aux différentes controverses et préoccupations que suscite l'opérationnalisation du Sénat. Le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes consensuelles est convoqué pour le vendredi 16 août. En attendant, l'opinion commente diversement la démarche présidentielle. Le gouvernement lance des chantiers de construction de 6 hôtels administratifs. C'est un projet qui va donc être construit sur 6 milliards de francs CFA. La concentration des services administratifs en un même lieu permet d'offrir de meilleures prestations aux usagers de l'administration publique et de leur faire économiser du temps. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta sera le prochain président du Mali. Avant même la proclamation des résultats officiels, il a reçu les félicitations de son challenger Soumaïla Cissé. Un beau geste républicain salué par l'opinion. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux actualités du 20h sur la RTB. On le sait depuis hier, le président du Faso demande au comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles de lui soumettre au plus tard le 31 août 2013 un rapport d'étape circonstancié sur le processus d'opérationnalisation du Sénat avec des recommandations et des propositions appropriées dans un esprit de consolidation des institutions républicaines. À la suite de cette instruction, le ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques, convoque le bureau du comité à une importante rencontre le mercredi 14 août à partir de 16h au secrétariat permanent des réformes politiques. Cette rencontre devrait préparer la grande rencontre des membres du comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques qui sont convoqués pour le vendredi 16 août 2013 à partir de 9h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Il faut dire que cette instruction présidentielle, motivée par le souci de garantir l'unité nationale, de préserver les acquis démocratiques, suscite dans l'opinion de nombreux commentaires et multiples interprétations. Suivez plutôt ce qu'en pense l'homme de la rue à Ouagadougou. Il s'exprime au micro de Ramatou Zida. Je crois que c'est une décision assez sage d'un chef d'État qui quand même est à l'écoute de son peuple. Et lorsque le peuple est divisé sur une question, il vaut mieux quand même écouter tout le monde. Et je pense que la décision a été sage en disant qu'il faut quand même faire un rapport d'étape et quand même discuter avec toutes les composantes. Et j'espère que le chef de l'État discutera aussi avec les partis de l'opposition, la société civile et toutes les composantes de notre société afin de trouver une issue favorable à la mise en place du Sénat. S'il devrait avoir un problème, il devrait trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Nous attendons une solution, comme je l'ai dit, qui trouve une solution qui doit arranger le pays, qui doit stabiliser le pays comme nous le savons depuis. Puisque le Burkina, c'est pas ces derniers temps que nous constatons par-ci par-là des marches et des contre-marches, on n'avait pas de problème. Mais si peuvent vraiment cette mise en place de choses, si ça doit en tout cas stabiliser le pays, nous on n'a pas, ça va nous arranger. Ce communiqué, c'est une façon, à mon avis, de semer encore l'ambiguïté. Il pouvait tout simplement, si c'était soit dire on suspend, ou bien on arrête même carrément le Sénat, ou bien dire, ou bien fermer les yeux et puis continuer sur le Sénat. De toute façon, vaille que vaille, tout ce qui va arriver, ça va arriver. Bon. Sinon, comment le Premier ministre et le ministre des Réformes institutionnelles, qui sont une émanation du pouvoir, vont aller à l'encontre éventuellement de ce que le président a eu à déclarer depuis Yamoussoukro, que vaille, il y aura le Sénat. Si au CCRP, là, il s'était entendu, la structuration du Sénat, là, c'est comme ça. Voilà, sa composition, ses attributions dans la majeure partie, là. On ne peut pas tout définir là-bas, mais on devait fixer les grandes lignes qui doivent régir le Sénat, là, aux concertations du CCRP. C'est ce que l'Église catholique a relevé. Ce qui n'a pas été fait, et aujourd'hui, maintenant, le pouvoir politique
a fait une autre direction peut-être qui ne plaît pas à l'opposition. C'est ce que moi je pense. Si la direction qui a pris le Sénat là, si la direction et la composition, la structuration plaisaient à l'opposition là, tout ce branle-bas là, vous n'allez pas l'avoir. Si cette question si querellée, si controversée pouvait être remise à plat, quoi de plus important pour notre démocratie pour aller toujours de l'avant. Je crois que la démocratie se nourrit de la contradiction, mais c'est aussi faire face aux questions qui dérapent. Donc, je pense sincèrement que c'est une bonne chose et que cela pourra ouvrir la voie au dialogue, à la discussion sur les différentes questions pour que les uns et les autres puissent échanger. Imaginez les directions régionales des ministères, les services administratifs réunis dans un même bâtiment. C'est le concept des hôtels administratifs que développe le gouvernement dans les 13 régions pour améliorer les prestations rendues aux usagers de l'administration publique. Kaya et 5 autres régions auront bientôt leurs bâtiments administratifs. La réalisation d'un tel projet va coûter 6 milliards de nos francs. Reportage Lazare Pouya. Ce geste marque le top de départ des travaux de construction de l'hôtel administratif de l'État de la région du Centre-Nord et de ceux des régions de la Boucle du Moun, des Cascades, du Centre-Est, du Centre-Sud et du Nord. Ce lancement des travaux de construction s'inscrit dans la mise en œuvre du programme immobilier de l'État lancé le 20 mars 2010 à Bobo-Dioulasso. Les hôtels administratifs de l'État de type R+2 comprendront chacun 48 bureaux, 6 salles de réunion, des magasins, des guichets de renseignement et des blocs de toilettes. En annexe, ces bâtiments comporteront des parkings, des guérites et des locaux techniques qui seront dotés d'un réseau informatique et d'un dispositif de lutte contre l'incendie. Toute chose qui répond à la préoccupation du gouvernement de doter un cadre adéquat au service déconcentré de l'État. La réflexion a été poussée dans le sens de les regrouper sur un même lieu pour les rapprocher donc des utilisateurs. Aujourd'hui, nous consacrons donc la fin de la première série, à savoir compléter les 6 autres régions pour faire les 13 régions administratives. Et comme on l'a dit, donc c'est un programme qui est exécuté donc à travers donc le bureau d'appui à la maîtrise d'ouvrage. Dans leur conception architecturale, ces immeubles s'inspireront de l'expression culturelle des régions concernées. Le coût de ces bâtiments varie entre 900 millions et 1 milliard de francs CFA. Pour les représentants et gouverneurs des 6 régions qui ont reçu les contrats de réalisation de leurs bâtiments administratifs, c'est la fin d'un calvaire. Ce bâtiment va vraiment soulager les personnels de l'administration déconcentrée et aussi soulager les populations. Beaucoup de services, beaucoup de directions régionales sont obligés d'être dans des quartiers, de louer des villas pour en faire des bureaux. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Yacouba Bari, a, au cours de cette cérémonie de lancement des travaux, interpellé les entreprises retenues pour la construction de ces hôtels administratifs à respecter leurs obligations. Il les a par ailleurs exhortés à exécuter les travaux dans les délais de 24 mois prescrits. Le Sud-Ouest installe son cadre de concertation régionale du secteur des mines et des carrières. Il se compose de 97 membres. Leur mission est de contribuer à une gestion optimale des ressources minières conformément à l'esprit et à la lettre du décret gouvernemental portant création, attribution, composition et fonctionnement des cadres de concertation régionaux. Le reportage de Draman Dadian. Voici les membres du cadre de concertation régionale du secteur des mines et des carrières du Sud-Ouest. Au nombre de 97, ces acteurs de développement issus des différentes couches socio-professionnelles ont désormais pour mission de contribuer à la bonne gestion des retombées économiques des ressources minières et des carrières pour un développement durable de la région. Nous espérons qu'au niveau régional, le cadre de concertation prendra en compte aussi le niveau plus local pour plus d'efficacité et pour permettre, bien entendu, une résolution efficace des problèmes que l'on rencontre. Ces problèmes sont entre autres la dégradation accélérée de l'environnement et les crises devenues récurrentes entre propriétaires terriens et exploitants miniers. Ces membres nouvellement installés doivent donc se donner la main pour faire respecter les dispositions en matière d'exploitation des mines et des carrières au Burkina. Je lance simplement un appel à tous les acteurs
à tous les membres que nous sommes, à tous les membres de s'approprier toutes les dispositions de ces textes instituant le cadre de concertation régionale, surtout de s'approprier les missions qui nous sont assignées. Sur 84 sites d'exploitation minière répertoriés au sud-ouest courant 2012, seulement 17 étaient officiellement reconnus. Outre le métal jaune, la région du sud-ouest regorge également du zinc, du cuivre et même des traces de diamants. Restons dans le sud-ouest pour parler de la première semaine de la citoyenneté. C'est une initiative des organisations de la société civile de la commune de Dissine, soutenue par l'Office national de sécurité routière. Le programme des manifestations comprend des conférences-débats sur la gouvernance locale et des sessions de formation sur le code de la route. Reportage toujours signé de Draman Dadia. L'incivisme dans nos villes et campagnes. Face à cette triste réalité, les organisations de la société civile de la commune de Dissine consacrent une semaine à la citoyenneté en collaboration avec l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Une semaine de la citoyenneté, elle vise à outiller la jeunesse de cette commune-là sur le code de la route, les panneaux de signalisation. Il y aura des projections de films pour montrer quelles sont les conséquences justement du non-respect de certaines règles de la circulation routière. On a décidé de prendre le combat en marche, en bras le corps, en initiant des actions d'information, de sensibilisation pour faire savoir à tout citoyen que le problème de civisme, c'est l'affaire de tout. Chacun a des droits, certes, mais il y a des devoirs aussi. Les questions de l'exploitation artisanale de l'or, de la gouvernance locale feront également l'objet d'échanges sous forme de conférences-débats. Les organisations de la société civile de Dissine entendent ainsi sonner la mobilisation pour un développement inclusif de leur commune. Une initiative fortement saluée par le conseil municipal de Dissine et la marraine Julie Prudence Nina Somda, représentée à l'occasion par son conseiller technique. Son message, c'est surtout d'abord les féliciter, les encourager et surtout à continuer et à pérenniser cette semaine qu'ils ont initiée. Et nous tenons à leur témoigner ici toute notre reconnaissance pour leur engouement à accompagner la commune de Dissine vers le développement. Pour cette première édition de la semaine de la citoyenneté dans la commune de Dissine, l'on a également prévu un tournoi maracana et un jeu concours sur la sécurité routière et les meilleurs seront primés à la clôture le 15 août prochain selon les organisateurs. La Carrefour et ses partenaires soutiennent la scolarisation de 440 orphelines de pensionnaires décédés. Des bourses sont mises à leur disposition pour la rentrée 2013-2014. Des chèques ont été remis ce matin au siège de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Un geste qui devrait soulager un tant soit peu les familles endeuillées. Reportage Karim Patrick Namono. La cérémonie est modeste de par son caractère, mais noble de par son objectif. Permettre à des filles de surcroît orphelines de retrouver l'espoir grâce à la poursuite de leurs études. Les donateurs sont la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour et ses partenaires financiers composés des banques, d'institutions nationales et internationales. Nous avons environ 440 pour cette année, contre 100 en 2008. Les partenaires prennent en charge 180. Le reste est pris en charge par la Carrefour. Il s'agit là d'un geste de bonne volonté, d'un geste de justice sociale, d'un geste de solidarité à l'égard de ces familles qui s'inscrivent en droite ligne tout simplement de la politique du gouvernement en matière de protection sociale. 44 millions de francs CFA ont été mobilisés pour venir en aide aux orphelines. Chacune recevra la somme de 100 000 francs CFA pour s'acquitter des frais de scolarité et payer des fournitures à la rentrée prochaine. Une bouffée d'oxygène pour ces veuves. Nous avons de la peine à nous nourrir et à nous soigner. Mais grâce à la Carrefour, ma fille peut étudier. Je remercie la Carrefour. Ces veuves ont à leur côté une mère compatissante et qui exhorte ses filleuls à faire sienne cette valeur fondamentale. C'est le travail. À un moment donné, on est souvent tenté de faire le show, comme on le dit, mais il faut travailler. Après le travail, il y a le repos. Et puis surtout, de se préserver des maladies. Avec ces taux de succès, 77% au baccalauréat, 70% au BEPC
et 75% notés dans les classes de passage, ces orphelines peuvent s'enorgueillir d'avoir fait bon usage de leur bourse l'année écoulée. À Komsilga, le taux de réussite au CEPE session 2013 est de 81%. La première à l'examen se classe deuxième au niveau régional. Elle a reçu un prix d'excellence au cours d'une cérémonie de récompense des meilleurs élèves. Le reportage est signé de Yolande Lompo. D'un taux de réussite au certificat d'études primaires de 52,85% en 2010, la circonscription d'éducation de base de Komsilga honore sa commune cette année avec un taux de réussite de 81,06%. Et pour la première fois, une fille occupe la première place au niveau de cette SEB. Il s'agit de Patricia Nana qui totalise 165 sur 170 points et se classe deuxième meilleure élève de la région du centre. Je suis contente d'avoir 2 vélos, des sacs, des cahiers. Je compte utiliser ces cahiers pour continuer l'année scolaire suivante. Je compte très bien travailler l'année prochaine pour recevoir encore d'autres prix. La commune rurale de Komsilga œuvre sans cesse pour la construction d'infrastructures scolaires et soutient les activités pédagogiques de sa SEB. Aussi, cette journée de l'excellence à l'école primaire constitue une occasion de saine émulation pour tous ceux qui interviennent dans le système éducatif. Les meilleurs élèves des classes de CM1 et de CM2 ont donc été primés et des certificats de mérite octroyés aux meilleurs enseignants et meilleures écoles de la circonscription de base. Nous avons reçu le prix de la meilleure école et également aussi le prix du meilleur directeur de la SEB. Il fallait appliquer surtout la technique de la pédagogie différenciée, enseigner surtout en tenant compte des diversités, des particularités de chaque élève sur le plan intellectuel, physique, moral et même social. En vue de promouvoir l'éducation des filles, le parrain Adama Zongo s'est engagé à parrainer les 10 meilleures filles au certificat d'études primaires session de 2013 de la SEB de Komsilga et a invité les élèves lauréats à plus d'efforts car, selon lui, le chemin de la réussite est encore long. Améliorer les prestations dans les centres de santé, ça commence d'abord par un personnel qualifié et l'École nationale de santé de Waïouya sort cette année 1600 agents, des agents appelés à renforcer les capacités des structures publiques et privées de santé. Le reportage de Draman So. Ce sont environ 1600 agents de santé prêts pour servir dans les formations sanitaires tant publiques que privées. Cette nouvelle cuvée de l'INSP de Waïouya a prêté serment en présence du ministre de la Santé. Cet acte marque l'entrée dans la vie active de ces nouveaux agents de santé, une bouffée d'oxygène pour le ministère de la Santé. Les ressources humaines sont la première ressource dont a besoin le secteur de la santé pour assurer les missions qui sont les siennes, les missions donc de soigner les malades, mais les missions aussi de promotion de la santé. Et je crois que pour ce faire-là, nous ne pouvons que nous réjouir de pouvoir disposer dès aujourd'hui de près de 1600 agents qui vont être déployés sur l'ensemble du territoire afin de renforcer les équipes qui sont là. L'INSP de Waïouya fait partie des 6 écoles régionales de formation en santé publique. Les formations sont diversifiées pour répondre aux besoins des structures de santé au Burkina Faso. Nous mettons à la disposition du ministère de la Santé des accoucheuses auxiliaires, des accoucheuses brevetées, des infirmiers brevetés, infirmières brevetées, des manipulateurs en électroradiologie, et bien d'autres. Cette promotion 2013 de l'INSP de Waïouya a pour nom de baptême amour professionnel et pour parrain le député Alain Bedouma Yoda. Par sa voix, il a prodigué des conseils à ses filleuls dans le sens du professionnalisme, de l'intégrité et du sens de l'écoute des usagers des services sanitaires. Ce sont des ressources humaines prêtes pour renforcer l'offre des services sanitaires. Je demanderai à mes confrères, mes collègues, de garder vraiment le nom qui les a été attribué, le nom de baptême qui est amour professionnel. C'est que la santé, c'est d'abord avoir l'amour de la profession. Cette sortie de promotion de l'INSP de Waïouya est placée sous les signes de la protection de l'environnement avec cette séance de plantation d'arbres.
Les acteurs de la lutte anti-tabac sont à la recherche de nouvelles stratégies pour faire face au tabagisme dont l'ampleur ne faiblit pas malgré les efforts de lutte. Ils se proposent d'évaluer les besoins pour permettre une mise en œuvre efficace de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Le reportage est signé de Nathalie Kaori. Les dernières statistiques révèlent que les jeunes représentent plus de 20% des fumeurs dans la société burkinabé et que les femmes sont de plus en plus concernées par le phénomène du tabagisme. Le tabagisme, déjà considéré comme un problème de santé publique, est donc en train de prendre des proportions inquiétantes au Burkina Faso. Face à une telle situation, les acteurs de la lutte anti-tabac se sont réunis pour évaluer les besoins pour une mise en œuvre efficiente de la Convention de l'OMS relative au combat contre le tabagisme. Je pense qu'une évaluation comme celle-ci permettra au Burkina Faso encore de réorienter sa façon de travailler et d'améliorer sa stratégie d'approche en matière de lutte contre le tabac. Et nous devons en tout cas, dans tous les secteurs, que chacun puisse travailler à son niveau pour ramener les gens à une meilleure vision et à prendre en compte véritablement leurs préoccupations en évitant une consommation de tabac qui reste nuisible en tout cas à la santé de nos populations. Cette évaluation sera dirigée par une équipe de l'OMS venue de Genève. C'est au regard de l'ampleur du phénomène du tabagisme et de ses effets néfastes sur tous les plans que cette structure onusienne a apporté son appui pour cette rencontre. Les chiffres montrent qu'il y a entre 5 millions et 6 millions de personnes qui meurent à cause du tabagisme. La cause de la mortalité, c'est cancer, c'est maladie de pneus, maladie de peau. Aussi, il y a les choses psychologiques, malheureusement. Elle attaque les jeunes, les adolescents qui pensent que c'est la mode. Malheureusement aussi, on ne peut pas contribuer à l'augmentation du produit national. Au cours de cette rencontre, les besoins, les priorités, mais aussi les lacunes observées dans la mise en œuvre de la lutte contre le tabac au Burkina Faso seront identifiés. Ces résultats serviront à l'élaboration du nouveau plan stratégique de lutte contre le tabac pour la période 2014-2018. La communauté des chimistes ouest-africains sont en congrès depuis hier à Ouagadougou pour définir la place de la chimie dans les productions agro-silvopastorales et l'agroalimentaire. Les différents chercheurs viennent de la sous-région UEMOA avec le projet de mutualiser les résultats de leurs recherches et de développer la coopération entre laboratoires de diverses universités. Reportage Nyarkiteda. L'apport de la chimie aux productions agro-silvopastorales et alimentaires. La réflexion est lancée à cette 15e journée de la Société ouest-africaine de la chimie SOACHIM. Venus des pays membres de l'espace UEMOA et de la France, la communauté des chercheurs et des producteurs va mutualiser les résultats des recherches. Quand vous avez des résultats de recherche, il est bon de les confronter avec l'opinion d'autres chercheurs qui généralement travaillent dans le même domaine. L'objectif principal de la SOACHIM, c'est de contribuer, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes de vie quotidienne de nos populations. Au centre de toutes vos activités, la chimie est présente. Nous devons tout mettre en œuvre pour que nos activités de recherche puissent contribuer au développement endogène de tous les États de l'UEMOA. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, les décideurs y attachent du prix et ils attendent beaucoup de ce congrès. Un congrès considéré comme un rendez-vous dont l'enjeu majeur est d'impacter le mode de production partout en Afrique. Nos pays africains ont énormément de besoins et que ces besoins demandent en tout cas la participation concertée de toutes les sommités effectivement de nos différents pays. Donc nous fondons l'espoir qu'en faisant le point, les meilleures solutions qui ont été préconisées du point de vue recherche par les uns et les autres serviront effectivement dans chacun des autres pays pour qu'il y ait un partage mutuel. Au-delà de la mise en commun des résultats, le congrès des chimistes se veut un tremplin pour parler coopération entre les différents laboratoires des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également entre la communauté des chimistes du Sud et ceux du Nord. La rencontre de Ouagadougou est aussi une occasion pour célébrer la chimie, considérée par cette communauté comme étant la fée de la matière et la clé de la vie.
En 1983 naissait une initiative de production de médicaments à base de plantes locales qui répondait au mot d'ordre « Consommons burkinabé ». Ce projet était porté par le docteur Zéphirin Dakio qui aura permis au fil du temps de créer des emplois et de lutter contre la pauvreté. En 30 ans, on est passé du mortier à une usine semi-moderne qui transforme des écorces, des feuilles, des racines en médicaments pour soigner la maladie. Souleymane Sanou et Lazare Pouya. Du mortier à l'usine semi-moderne, le laboratoire du docteur Zéphirin Dakio aurait traversé plusieurs étapes en 30 ans. Depuis 2000, ces broyeurs concasseurs et les moulins de fabrication locale transforment les racines, les écorces, les plantes et les feuilles à des formes plus adaptées pour la préparation des médicaments. Une fois que la matière première est concassée, on procède à ce qu'on appelle la préparation des kits. Ce sont ces kits-là que nous utilisons pour la décoction. Une fois que le décocté est prêt, on procède au mélange, on fait le produit. Et quand le sirop est prêt, on le transfère dans cette salle-là, la salle qu'on appelle ici la salle de conditionnement. Et c'est suivant toute la chaîne que vous voyez, les cuves de mélange. Ensuite, au niveau de cette cuve, le produit vient au niveau de la machine, de la remplisseuse. De la remplisseuse, on passe à la fermeture. De la fermeture, on passe à l'étiquetage. De l'étiquetage, on passe à la mise en boîte, notice, et à la mise en carton. La matière première provient des producteurs de plantes médicinales de la région des Cascades. Une fois à l'usine, les plantes, les écorces, les racines et les feuilles sont contrôlées pour s'assurer de leur qualité de cueillette, de séchage et de propreté. Puis, elles sont pesées avant d'être broyées ou mises en farine. Dans l'année, on peut broyer 4 tonnes de tribala. CAL, ça part dans les 3 tonnes. Le filantus aussi, 2 tonnes. Les écorces comme écorce kuna, écorce Congo Samanere et autres là, c'est dans 1 tonne et demie dans l'année. Bon, par rapport à ça aussi, ça c'est une machine que nous utilisons pour obtenir des poudres. 2 grandes sections sont sollicitées pour l'utilisation des plantes médicinales broyées ou mises en farine. La section de la forme sèche conditionne les produits transformés dans des sachets, tandis que celle des liquides dispose de salles de préparation et de mise en bouteille. Le sirop d'Ankuna, par exemple, est préparé dans cette cuisine de 6 foyers alimentés par du gaz. Quand le kit est formé, nous venons et nous introduisons les décoctés dans le tamis. Ensuite, nous mettons l'eau en fonction des mesures qui ont été prévues par la formule. Nous mettons l'eau, nous mettons le feu et c'est le procédé de préparation comme ça. Donc, une fois que le décocté est prêt, l'opérateur arrête les différents foyers et il suffit seulement qu'il ouvre les vannes, il met la pompe en marche pour transférer les décoctés de chaque marmite une à une dans la cuve que nous appelons cuve de mélange. Et une fois que tout le volume est réuni, on procède maintenant à l'ajout des différents ingrédients selon que c'est la potion ou selon que c'est le sirop. Et quand c'est prêt, on arrête et on transfère le produit dans la salle de conditionnement. Premier du genre au Burkina, cette usine semi-moderne de production de médicaments à base de plantes médicinales locales met quotidiennement à la disposition des consommateurs plus de 3600 flacons. Beaucoup de médicaments fabriqués ici sont bien connus du public pour leurs vertus contre le paludisme, la toux, la fatigue et la jaunisse. Tous ces produits, avant d'être mis sur le marché, passent dans ce laboratoire de recherche et de contrôle de qualité. À ce niveau-là, déjà, on débarrasse le produit de toute forme d'impureté. Et pendant le conditionnement, toutes les règles d'hygiène sont respectées pour pouvoir sortir un produit propre de qualité et d'hygiène pour le consommateur. Et justement, les consommateurs de ces produits proviennent des 4 coins du Burkina, en Afrique et en Europe. Les produits du docteur Dakio sont vraiment sont des bons produits. Voilà. Ça soigne contre le paludisme, contre la toux, contre la constipation, contre la fatigue générale. Vraiment, et ce sont des produits abordables. En tout cas, moi, j'utilise seulement que les produits de Tonton Dakio parce que c'est très bon pour la santé de ma famille. Aujourd'hui, les défis et les perspectives de ces structures de fabrication de médicaments par la plante sont nombreux,
L'ambition reste toujours la même, la santé par les plantes. Le ministère de l'Environnement va reboiser cette année 2000 plants sur 3 sites. Ce programme de reverdissement a commencé ce lundi 12 août sur le site de la Direction des forêts et de la faune. Salif Ouedraoui et ses collaborateurs ont planté 500 arbres avec ce message adressé aux Burkinabés, planter responsable, c'est-à-dire planter et s'en occuper. Reportage au Moussissi. Par cette action, le ministre Salif Ouedraoui procède ainsi au lancement de la campagne de reboisement de son ministère. Au total, 500 plants sont mis en terre sur ce site. Des plants qui, dans quelques années, vont contribuer à freiner l'avancée du désert. Il s'agit pour le ministère de répondre au mot d'ordre du gouvernement qui est de planter 1000 arbres par ministère et par institution, mais aussi de donner l'exemple en plantant responsable. Un ménage, un arbre, ça fait appel à la responsabilité. Et quand c'est dans un cadre plus ou moins protégé, les taux de succès sont plus ou moins élevés. Parce que nous avons fait plus ou moins le bilan, on a constaté qu'en termes de quantité, nous plantons des millions d'arbres. Mais lorsque nous faisons un tour en arrière, qu'on voit quel est le bilan, l'impact effectif, on se rend compte que beaucoup d'arbres qui ont été plantés n'ont pas réussi à survivre parce que l'entretien a manqué. Donc nous lançons un appel aux Burkinabés, à tous les Burkinabés, pour planter responsable et utile. Au compte du ministère en charge de l'environnement, ce sont 2000 plants qui seront mis en terre sur 3 sites au titre de la campagne de reboisement 2013. Une campagne qui est placée sous le thème « Un arbre, un ménage pour la biodiversité ». Pour le ministre, planter utile, ce n'est pas planter le maximum d'arbres, mais planter le nombre d'arbres que l'on peut entretenir. 51 nouveaux pasteurs se mettent au service de l'évangélisation. Ils endossent une lourde mission, celle de convaincre le peuple à fréquenter la maison de Dieu. De nombreux parents, amis et connaissances, Centre international de mission, de délivrance et d'intercession de Saptenga pour soutenir les nouveaux pasteurs. Moussaki et Oumoussissé. Au Centre international de mission, de délivrance et d'intercession de Saptenga, les 51 pasteurs reçoivent leur diplôme et attestation de fin d'études. Après 2 ans de formation, ces missionnaires des sections françaises, anglaises et maurées sont désormais nantis de connaissances pour accomplir leur mission. Enseigner la parole du Christ et faire de nouveaux disciples. On a été bien formés pour mieux sortir sur le terrain, aller dans les villages, dans les provinces et à Ouagadougou ici et partout dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des sentiments de reconnaissance, des sentiments vraiment de joie parce que 2 années durant, nous avons suivi la formation, nous sommes très contents de ce que nous avons appris. Et il y a un défi aussi à relever. Nous sommes armés et nous devons aller sur le terrain pour l'œuvre de Dieu. Pour y arriver, il leur faut du courage et surtout une foi ferme. C'est pourquoi ces hommes et femmes de l'Église chrétienne ont demandé la bénédiction du docteur Mamadou Karambiri. Dans le corps de Christ aussi, nous devons former des gens qui vont s'occuper du corps de Christ. Et c'est pourquoi cette formation a pour but de les perfectionner, de leur donner l'équipement. Parce qu'un homme ignorant est un homme très dangereux pour la population. En les formant, ça va aider aussi la population chrétienne à les faire sortir, à les encourager, à les amener à une dimension spirituelle qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici pour aider, encourager cette jeune génération-là en leur disant que c'est possible de réussir là où nous avons fait nos marques. Nous avons appris à ces étudiants-là comment servir de façon efficace à travers la parole de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, nous avons enseigné les dons du Saint-Esprit, nous avons enseigné la Bible à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Le Centre international de mission, de délivrance et d'intercession a été fondé en 2008 par le pasteur Emmanuel Savadogo. Chants et prières ont accompagné les 51 pionniers qui vont désormais rejoindre les centres internationaux d'évangélisation, les églises chrétiennes ainsi que les assemblées de Dieu du Burkina. En route pour Nice 2013, les représentants du Burkina s'activent. Ils sont 28 artistes et groupes d'artistes qui vont à la conquête des médailles de la francophonie dans les catégories littérature, peinture et photographie. Ils sont 3 étalons en lice, Sexon, Stanislas Trabo et Hippolyte Sama. Oswald Gaëtan, Segda et Peggy Ouedraoui sont allés à leur rencontre. Nice 2013, c'est pour bientôt. Si certains représentants burkinabés côté spectacle continuent les répétitions,
D'autres comme Stanislas Drabo en littérature, Hippolyte Sama en photographie et Sexton en peinture n'attendent que les délibérations des jurys. Leurs œuvres sont déjà à Nice. J'ai sélectionné le théâtre dans sur l'immigration qui a été joué aussitôt que j'ai pris une semaine, je les ai suivis pendant une semaine pour pouvoir faire ces photos-là. J'ai travaillé sur le derby espagnol Real Barça qui beaucoup de gens, tout le monde même a l'habitude de regarder puisque c'est le derby le plus attendu au monde qui peut regrouper par exemple les personnes, les jeunes, même les vieilles personnes, tout et puis voilà. J'ai eu l'idée de travailler sur ça. Après un retour aux sources dans son village, Stanislas Drabo ira défendre une nouvelle, Le fruit béni du péché. Dans l'œuvre, il est question de confronter un peu cette réalité du savoir occidental et nos savoirs endogènes ici. Une œuvre littéraire avec une coloration philosophique. L'oncle Latcan, c'était vraiment une autre école, une nouvelle vision du monde. Il est vrai que pendant ses études, il fréquentant d'éminents professeurs qualifiés dans des domaines spécifiques de la science, mais son oncle avait quelque chose de plus que l'érudition théorique. Il avait une intelligence flamboyante, éclectique, qui s'inspirait d'une impressionnante philosophie traditionnaliste fondée sur l'observation de 3 éléments, les signes, l'essence et l'essentiel. Selon elle, tout le savoir est dans la reconnaissance des signes, la vérité dans l'interprétation juste de l'essence et la sagesse dans l'humilité de l'acte essentiel. En peinture et photographie, rien à craindre. C'est ce que laissent entendre les étalons dans ces catégories. Je suis impatient même de voir ce que les autres ont fait. Mes autres confrères et puis frères de la francophonie qui ont fait. Mais vraiment, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais que j'ai choisi des bons thèmes. Et puis c'est des thèmes que tout le monde est dedans. Quand tu lis, quand tu vois mes images et puis tu lis le sujet, tu sens que tout le monde est dedans. Je fais confiance à ce que je fais, donc il n'y a pas de problème. Ma technique aussi, j'essaye de perfectionner ça, puisque c'est très rare de voir la peinture naïve mixée avec la technique de collage. Ça, c'est du jamais vu. Il faut approcher la toile pour voir. Il faut poser des questions. Ce n'est pas juste pour regarder et puis dire c'est beau, c'est beau. Il faut approcher, il faut poser des questions. Il y a des éléments très, très intéressants à découvrir. Il faut approcher. Mais je ne vous promets rien, restez à l'écoute jusqu'à notre retour. Au-delà de l'aspect compétitif, ce sont les rencontres, les partages d'expériences et la visibilité qu'offrent les Jeux de la francophonie qui comptent le plus pour nos artistes, même si une médaille au passage fera applaudir les Burkinabés. Faso Academy était à Banfora et à Bobo-Dioulasso les 9 et 10 août dernier pour les manches éliminatoires. 10 candidats étaient en lice pour 6 places en 8e de finale. Les publics de Banfora et de Bobo-Dioulasso ont eu droit à 3 manches très serrées où chaque candidat a donné le meilleur de lui-même pour se donner les chances de poursuivre l'aventure Faso Academy. Frédéric Etienne Bassenga nous décrit l'ambiance qui régnait. Des manches éliminatoires serrées à Bobo-Dioulasso et à Banfora. Ils étaient 12 candidats dans ces deux régions à prétendre au 8e de finale de Faso Academy 2013. Des candidats qui se sont préparés sérieusement afin de briller aussi bien le jury que les milliers de spectateurs qui, une fois encore, n'ont pas marchandé de leur présence. À Banfora, avec comme lieu de scène la maison des jeunes, Ibrahim, Sylvie, Jean-Baptiste et Alice ont tout donné sur les 2 chansons qui leur étaient imposées. Bina des jeunes conqueurs pour tout le monde, La Fila Boum Boum de Greg pour les garçons et Yafom Lam Data de Nourad pour les filles. Des mimes qui ne se sont pas limités qu'à la façon de chanter. Dans l'accoutrement et dans la manière de bouger sur scène, ces 4 candidats dans leurs prestations ont voulu tout faire comme les artistes qu'ils interprétaient. Même scénario pour les 2 manches de Bobo-Dioulasso.
Dans un Ciné Sagnon qui a fait le plein, Ouepia Korabié, Abraham Bassagé et Elvier Bandé, les 3 membres du jury, ont tous félicité les 8 candidats après chacune de leurs prestations. Des félicitations toujours accompagnées de conseils pour qu'ils s'améliorent. Le moins que l'on puisse dire de ces 3 manches éliminatoires dans l'ouest du Burkina est que le niveau des candidats de Faso Academy croît d'année en année. La manche de Banfora vous sera diffusée ce jeudi 15 août et celle de Bobo Dioulasso les dimanches 18 et mardi 20 août prochains. À présent, parlons de sport. Le ministre des Sports et des Loisirs, le colonel Yacouba Ouedraogo, a rendu visite aux étalons basketteurs à leur hôtel hier dans la soirée. C'était à quelques minutes de leur première sortie pour le tournoi international de basket qui a lieu présentement à Ouagadougou. Il leur a transmis le message du gouvernement à quelques jours de l'Afro-Basket Abidjan 2013. Reportage Lassina Sawadougou. Le ministre des Sports et Loisirs face aux étalons basketteurs à quelques minutes de la première rencontre du tournoi international de Ouagadougou. Le colonel Yacouba Ouedraogo est venu transmettre les mots d'encouragement du gouvernement aux étalons qui ont la lourde tâche de représenter la team Burkina Faso dans quelques jours à l'Afro-Basket à Abidjan. Des encouragements et une exhortation à défendre haut les couleurs de notre pays à ce rendez-vous de la jeunesse africaine. C'est la première fois de notre histoire au Burkina Faso que les étalons basketteurs sont qualifiés pour une finale. C'est à l'honneur de notre pays, mais c'est avant tout à votre honneur. Vous devez continuer à travailler afin de rehausser le niveau de notre basket, afin de rendre encore à notre pays, à notre peuple, sa fierté. Un soutien du premier capitaine des étalons, le président du Faso, qui s'est investi personnellement pour cette qualification. Une promesse à peine voilée a été faite aux joueurs qui pourraient être reçus à Kosiam avant leur départ pour Abidjan dimanche prochain. Le Burkina Faso et le Sénégal réussissent leur entrée dans le tournoi international de la ville de Ouagadougou en basketball. En match d'ouverture hier au Palais des Sports, les étalons du Burkina ont fait plier les fauves de la République centrafricaine 80-79. La deuxième opposition a mis aux prises le Sénégal au Fennec d'Algérie et c'est le pays de la Teranga qui l'a emporté par le score de 65-60. Lassina Sawadougou. Le Burkina, après avoir rencontré la République centrafricaine à 2 reprises, a super dévolu en France dans le cadre de sa préparation pour l'Afro-Basket, rejoue encore les fauves de Lubangui. Ce sont donc 2 formations qui se connaissent, qui s'affrontent en ce match d'ouverture du tournoi international de la ville de Ouagadougou en basketball. Les fauves sont les premiers à annoncer les couleurs et mènent le premier quart-temps 16-15. Un écart de points négligeable que les étalons vont vite refaire et passer devant à la pause 37-32. Les poulains de Jean-Paul Rébaté, amenés par Derek Durand, réussissent tant bien que mal à tenir ce chassé-croisé, mais font preuve d'inexpérience dans les 3 dernières minutes. Ils se font peur et vont souffrir avant de l'emporter avec 2 points d'écart, soit 81-79. Une victoire certes, mais beaucoup de choses à revoir. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai ce soir constaté et besoin encore de mettre en place et de faire beaucoup plus de réglages qu'après les prestations que l'on a pu faire à super dévolu. Offensivement, on fait un match de très petite qualité. Même si à 3 points, on dépasse nos stats habituels, mais on ne respecte aucun schéma de jeu. Mais si on veut exister à la Coupe d'Afrique, il faudra être discipliné, ce qui n'a pas été le cas. La seconde opposition de cette première journée s'est jouée entre le Sénégal en rouge et l'Algérie. Les Fennecs tiennent la dragée haute aux Lions de la Teranga qui font preuve d'inefficacité, surtout au lancer franc, dans les 3 premiers quart-temps. À la mi-temps, 24-36 pour les Fennecs d'Algérie. Système de jeu au simple effet du hasard, les Lions de la Teranga élèvent leur niveau dans le Money Time avec à la baguette un certain Mamadou Ndoye. Ils refont leur état et l'emportent dans les ultimes moments avec 5 points d'écart, soit 65-60.
Les Fennecs s'inclinent face aux Lions et affrontent les Étalons ce soir à 20h au Palais des Sports. Mais bien avant eux, la République centrafricaine sera face aux Géants du Sénégal à 18h.